monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition que je vous invite bien sûr à commenter et relayer au maximum. Au programme ce soir, l'opération intelligence artificielle d'Emmanuel Macron. Pour sortir d'une situation politique marécageuse, Emmanuel Macron a misé sur les nouvelles technologies. Sa première opération a consisté à publier une vidéo de lui modifiée par l'IA pour le présenter en travesti. Nous évoquerons ensuite Richard Ferrand, pressenti pour succéder à Laurent Fabius à la présidence du Conseil constitutionnel, un profil qui peinera à convaincre. Et puis nous reviendrons ensuite sur les pays baltes qui coupent le courant avec Moscou. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie mettent un terme au réseau russe pour intégrer celui de l'Union européenne. Et puis pour terminer, nous revivrons le colloque organisé samedi par le mouvement politique citoyen avec de nombreuses personnalités engagées pour rendre à la France sa grandeur. Emmanuel Macron, mauvais VRP de l'intelligence artificielle. Alors qu'un sommet franco-indien est actuellement organisé au Grand Palais à Paris, le chef de l'État s'est invité aux 20h dominicales pour tenter d'incarner autre chose que l'échec politique, opération lunaire qui n'a rien à voir avec SpaceX. Imaginez un président à l'agonie politique, en quête d'un nouveau souffle. Et imaginez que pour profiter d'un événement mondial avec les acteurs de l'intelligence artificielle, ce même président décide de publier sur ses propres réseaux sociaux une vidéo de lui en travesti. Eh bien, c'est ce qu'Emmanuel Macron a fait dimanche, en marge de sa prestation aux 20h pour parler des enjeux économiques de ces nouvelles technologies. Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon Dieu. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. Une opération de communication qui n'a pas été au goût de la journaliste indienne qui officiait avec Laurent Delahousse. Ensuite, tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. Ça n'est pas drôle, ça n'est pas drôle. On aime la bagnole. Est-ce que cela vous embête? Vous l'avez posté aujourd'hui. Parce que c'était aussi à lancer le débat. Mais effectivement, ce n'est pas drôle. Car pour le monde, Emmanuel Macron est toujours le président de la France. Et ce n'est pas particulièrement valorisant d'avoir un président qui fait la promotion de son image, travesti par l'IA. À plus forte raison quand Candace Owens, une journaliste américaine, diffuse une série sur l'épouse d'Emmanuel Macron. Une image dégradée de la France, mais aussi de l'intelligence artificielle, dont les implications et les promesses sont bien au-delà des montages récréatifs diffusés par le compte présidentiel. En effet, alors que Paris accueille les géants du domaine, le président aurait pu choisir des secteurs plus sérieux et cruciaux dans le développement des nouvelles technologies, à l'image de la santé, bientôt transformée par l'IA après avoir déjà subi la bureaucratisation des médecins. Emmanuel Macron a ensuite misé sur l'annonce d'un investissement majeur dans le domaine. pour nous, la France, on annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. 109 milliards d'euros. Et si c'est le président de la République qui l'annonce, ce n'est pas pour autant de l'argent public. Et pour cause, il n'y en a plus. Et parmi les raisons, les talents d'Emmanuel Macron, le fameux Mozart de la finance. Qu'est-ce que c'est ? C'est exactement l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate, c'est 500 milliards. 109 milliards d'euros équivalent à 500 milliards de dollars. Alors non, soit le président n'a pas compris le problème de la conversion euro-dollar, ce qui serait surprenant pour un ancien banquier de chez Rothschild, soit eh bien il est tout simplement en train d'avancer à un grand mensonge. Ainsi, il sera sans doute éloquent de voir ce que sont devenus ces fameux 109 milliards d'euros dans quelques mois, même si Emmanuel Macron a précisé les contours d'un projet. Parce qu'on a travaillé énormément et parce qu'on a des atouts. Et donc c'est des investissements que les Émirats arabes unis vont faire. Ils vont créer un super data center sur le territoire. Un lieu de stockage des données en France. Une bien bonne nouvelle pour la souveraineté numérique si ce n'était pas financé par les Émiratis. Par ailleurs, comme la France n'est pas exclusive en matière de fléau, les écologistes se plaignent déjà de l'impact de telles installations, très coûteuses en énergie. Pourtant, selon le patron du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris, Thierry Coulon, des solutions sont à l'étude. Si on est malin, c'est ce que les Chinois nous ont montré avec DeepSeek, on peut avoir des IA plus frugales.
des IA frugales qui pourraient s'inspirer des technologies utilisées par le chinois DeepSeek. Des motifs d'espoir diffusés sur France Info ce lundi matin entre deux éloges du président Macron par le cofondateur d'une IA spécialisée dans le domaine de la santé, Thomas Clausel. Vraiment, c'est un président qui aime l'innovation, mais profondément. Un fan du président français qui vante ses mérites, mais qui a pourtant installé son entreprise aux États-Unis. C'est un président qui aime l'innovation, mais profondément, ça c'est important. Bon, ensuite, une fois qu'on a dit ça, vous rentrez en France ? Non. Ouais, on est en train d'essayer, en fait, on est en train d'explorer. On a 80% de nos employés qui sont en France, on travaille avec tous les hôpitaux français, c'est là qu'on crée de la valeur. Je pense que c'est le plus important, c'est où est-ce qu'on crée de la valeur. Oui, là où on crée la valeur et accessoirement là où on paie ses impôts en théorie. Après, oui, clairement, on est incorporé aux États-Unis, c'était pré-Air Macron. Franchement, donc on l'a créé juste avant et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on l'aurait créé là-bas. Non, vraiment, ça a changé, le monde a changé. Donc, et qu'est-ce qui vous freine pour le retour ? Alors, pour le retour, on est en train d'explorer toutes les pistes. C'est quand vous avez beaucoup de fonds américains, en fait, il y a une taxe très forte quand il y a un changement fiscalisé. Donc on explore, on a beaucoup d'avocats. Donc c'est un sujet qui nous motive quand même, vraiment beaucoup. Vous l'aurez compris, Emmanuel Macron a visiblement estimé que le sommet parisien de l'IA pourrait lui permettre une séquence de promotion entre deux catastrophes politiques. Une stratégie qui aurait sans doute pu payer si le président lui-même n'avait pas creusé sa tombe avec sa vidéo troublante. Richard Ferrand, de déchu de la Macronie, a promu à la tête du Conseil constitutionnel. Alors que ce recasage suscite beaucoup de questions, Renaud de Bourleuf nous dresse son portrait. Emmanuel Macron mise sur les copains d'abord. Le chef d'État s'apprêterait à nommer ce lundi soir Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Le mandat de Laurent Fabius, l'actuel président, s'achève en effet le 7 mars. Ce serait l'occasion pour le fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron de ressortir de l'ombre. Richard Ferrand a en effet subi un échec cuisant aux élections législatives de 2022. Un coup dur pour celui qui a commencé comme journaliste tout en étant encarté au Parti socialiste à l'âge de 18 ans en 1980. Il attendra 2012 pour être élu député du Finistère après plusieurs mandats de conseiller général et régional. Au début de la présidence de François Hollande, il est classé à l'aile gauche du Parti socialiste avant de se rapprocher d'Emmanuel Macron en 2014 quand celui-ci vient de sortir de l'ombre en tant que ministre de l'économie. À l'époque, Benjamin Griveaux, alors porte-parole du gouvernement, évoque, je cite, « un coup de cœur politique entre les deux hommes ». Dès 2016, il est d'ailleurs le premier parlementaire à rejoindre le parti En Marche, fraîchement créé, et devient un pilier de la campagne présidentielle de 2017. En pleine affaire Fillon, il porte les premiers coups. Lorsqu'on est mis en cause par la presse ou par la justice, que le seul moyen de défense soit la remise en cause de l'honnêteté des uns et des autres, c'est attentatoire à nos libertés, à notre société, à notre République. Mais le retour de Manivelle ne tarde pas. En mai 2017, alors qu'il vient d'être nommé ministre de la Cohésion des Territoires, la presse dévoile l'affaire des mutuelles de Bretagne. Il montre alors sa propre conception de la remise en cause. Parce que je voulais, moi, vérifier les informations avant de vous parler. Vous savez, c'est un vieux tic. Ce serait bien que vous en preniez de la graine. Le Canard enchaîné révèle que les mutuelles de Bretagne, alors qu'il en était directeur général, ont décidé en 2011 de louer à Brest des locaux commerciaux appartenant à sa compagne pour ouvrir un centre de soins. Et ce sera le juge de paix, celui que personne ne peut dépasser dans une démocratie. La justice de la République va justement le mettre en cause. L'association anticorruption Anticor porte plainte pour abus de confiance. Le parquet de Brest ouvre dans la foulée une enquête préliminaire. L'affaire sera classée sans suite, mais au seul motif que les faits reprochés à Richard Ferrand sont prescrits. Pas idéal pour se hisser au sommet de la justice française. Le scandale n'aura pas empêché Richard Ferrand de maintenir sa candidature aux élections législatives et de devenir chef du groupe de députés En Marche. Cette nouvelle fonction l'oblige à quitter son ministère, et tant pis pour sa mission de cohésion des territoires. Mais l'association Anticor ne s'arrête pas là. En novembre 2017, une nouvelle plainte est déposée pour prise illégale d'intérêt, au motif que le procureur a mal défini le délai de la prescription. En septembre 2019, alors qu'il est devenu président de l'Assemblée nationale, il est mis en examen. La question de sa démission est posée, mais il assure alors qu'Emmanuel Macron le soutient. Il reste au perchoir jusqu'à la fin de la législature, où il demeure un fidèle lieutenant du président. À ce titre, une anecdote révélée ce début d'année par les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme est éclairante. Fin 2020, Richard Ferrand était interrogé par des magistrats de la Cour de justice de la République sur les communications entre le Parlement et l'Élysée dans le cadre de la crise Covid. Avant de leur répondre, Richard Ferrand aurait envoyé une note au service de communication de l'Élysée qu'il aurait fait remonter à Emmanuel Macron. Ce dernier aurait alors apporté une correction. En d'autres termes, le président de l'Assemblée nationale ne s'est exprimé devant les juges qu'après relecture et correction par le président de la République. Une curieuse conception de la séparation des pouvoirs, qui s'avère d'autant plus surprenante aujourd'hui alors que c'est précisément le Conseil constitutionnel
qui doit être l'arbitre des compétences entre exécutif et législatif. Mais pendant que Richard Ferrand conserve son poste au perchoir, dans les urnes, il enchaîne les échecs électoraux. D'abord en juin 2021, il perd son poste de conseiller régional, mais surtout en 2022, il échoue à se faire réélire député, en étant battu au second tour par un candidat LFI. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président de l'Assemblée nationale perd l'élection législative suivante. Il ne se représente même pas en 2024. Mais dans son retour forcé dans l'ombre, il n'est pas inactif, restant président du bureau exécutif de Renaissance. En 2022, la Cour de cassation confirme la prescription de l'affaire des mutuelles. Le fond du dossier n'aura ainsi jamais été étudié. Fidèle à son maître, en 2023, il se déclare favorable à la possibilité pour le président de la République d'effectuer un 3e mandat consécutif, ce que la Constitution interdit. Pour autant, faut-il penser qu'Emmanuel Macron penserait à nommer à la tête d'un conseil constitutionnel quelqu'un qui pourrait justifier une 3e candidature ? Rappelons que le chef des sages n'a pas le pouvoir de modifier la Constitution. En revanche, il peut interpréter le texte à sa manière et initier ses tours de passe-passe juridiques pour justifier une prolongation de la Macronie à l'Élysée, à la manière des accommodements de Laurent Fabius pendant la crise sanitaire. Reste à savoir s'il ne s'agit pas d'une provocation d'Emmanuel Macron vis-à-vis de François Bayrou. L'inimitié entre les deux hommes est notoire. Le 14 mai 2017, lors de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, des témoins ont rapporté que François Bayrou et Richard Ferrand ont eu une vive altercation. Le choix du Premier ministre n'était pas encore officiel et les deux ambitieux avaient des vues sur Matignon. Ils auraient failli en venir aux mains. Une hostilité sans doute liée à leur domaine d'excellence commun, le recasage malgré les casseroles. Les pays baltes prennent encore un peu plus de distance avec Moscou. Les 3 pays frontaliers de la Russie ont rompu leurs liens avec le réseau russe d'électricité. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Please activate the connection. Let it signify our togetherness and the Energy Independence Day. La journée de l'indépendance énergétique. Dimanche, les présidents des États baltes et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont hérité d'un joli petit câble électrique pour fêter l'indépendance énergétique de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Une indépendance vis-à-vis de Moscou, fêtée en grande pompe à Vilnius, en Lituanie, et en présence du président polonais Andrzej Duda. La présidente de la Commission s'est félicitée de couper le lien entre ces 3 États frontaliers de la Russie et Moscou. Ceux-ci, soutien de l'Ukraine, craignaient d'être tributaires de la Russie pour leur approvisionnement en électricité. Les 3 États membres de l'Union européenne et de l'OTAN préparaient cette déconnexion du réseau russe depuis plusieurs années, sans d'ailleurs s'en cacher. Si les pays baltes ont cessé d'acheter du gaz et de l'électricité russe depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine, leur réseau était néanmoins resté connecté à la Russie et à la Biélorussie, et la régulation de la fréquence était contrôlée par Moscou. Une dépendance qui impliquait un risque en cas de montée des tensions dans le dossier ukrainien. Le projet a coûté 1,6 milliard d'euros et a été financé essentiellement par des fonds européens et devrait aussi avoir pour conséquence d'améliorer les infrastructures des 3 États qui rassemblent un peu moins de 7 millions d'habitants. Alors que les incidents impliquant des infrastructures sous-marines dans la mer Baltique ont récemment eu cours, avec des câbles de télécommunications et d'énergie sectionnés, les regards se sont tournés vers Moscou, accusé de mener une guerre hybride en ciblant l'approvisionnement énergétique de ses voisins, des accusations rejetées par le Kremlin. La déconnexion du réseau russe s'est, elle, faite sans problème, alors que certains craignaient des actes de sabotage. Les autorités baltes avaient même recommandé aux habitants de charger leurs appareils et de faire des provisions en cas de coupure. Aucune perturbation n'a été relevée et les opérateurs baltes ont salué la coopération de Moscou. Souvent évoqué comme objectif possible de Moscou par les plus inquiets des observateurs, les pays baltes entretiennent des relations fraîches avec la Russie. Stratégiques pour leur position dans le golfe de Finlande et en mer Baltique, ces États comptent parmi les étrangers proches, c'est-à-dire les anciens pays de la sphère soviétique, souvent considérés par le Kremlin comme devant faire partie de sa zone d'influence. En 2004, ceux-ci ont intégré l'Union européenne ainsi que l'OTAN, et depuis, aucun incident majeur n'a eu cours avec leurs voisins.
Reconstruire après les fractures et les crises. Samedi à Paris, un grand colloque avec de nombreuses personnalités était réuni autour du mouvement politique citoyen de Philippe Murer et de l'initiative pour la défense de la nation française de Patrice Magnuron. Nous étions sur place. C'est avec un immense honneur et un non moins immense plaisir que nous vous accueillons à l'occasion de ce nouveau colloque organisé par IDNF en collaboration avec le mouvement politique citoyen. C'est toujours intéressant parce que même si, j'allais dire, je ne suis pas d'accord avec toutes les idées, toutes les mesures qui sont proposées, il y a toujours d'abord des discussions intéressantes à avoir et puis quand même sur l'essentiel, on se retrouve. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sauvegarder cette souveraineté française qui devient de plus en plus un souvenir plutôt qu'une réalité. Tout ce qui peut contribuer à faire comprendre à toutes les personnes qui sont attachées à la France que ce qui est nécessaire, c'est d'abord de nous rencontrer, d'unir nos forces, de dialoguer, de démontrer qu'on est capable de faire des choses de manière conjointe. Ça me paraît important. C'est la fabrication du ciment des patriotes. Pour semer des graines de démocratie dans des lieux militants où les gens s'en prennent pas, ne remontent pas à la racine. Nos discussions, même entre les militants, les gens éveillés politiquement, on ne discute que sur les conséquences de notre impuissance politique, sans jamais chercher à venir à bout de cette impuissance. La politique, c'est de discuter avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord, parce qu'on progresse que comme ça, on progresse que dans la contradiction. Si on ne discute qu'avec des gens avec qui on est d'accord, d'abord on s'ennuie et puis surtout on ne progresse pas. Écoutez, on m'a invité pour parler de la liberté d'expression. Je pense que c'est un sujet absolument fondamental et qui aujourd'hui est vraiment en danger. On le voit attaqué en Europe frontalement. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui différents outils sur lesquels on met un ruban démocratique. Je pense au DSA, au bouclier démocratique européen. On constate que l'État aujourd'hui fait mal des choses qu'il ne devrait pas faire et ne fait pas des choses qu'il devrait faire. Il faut bien comprendre que les médias mainstream nous mènent une guerre informationnelle. En fait, il y a une guerre informationnelle qui est menée contre les gens et cette guerre-là, soit on la subit, soit on se bat contre. Et pour se battre contre, en fait, il faut bien comprendre que la ressource dans cette guerre-là, c'est vous, c'est votre esprit. Et donc il faut mener une guerre d'attrition contre les médias mainstream, c'est-à-dire qu'il ne faut plus leur donner d'attention, il faut reporter son attention sur les médias alternatifs, donc TVL notamment, mais pas que, tous les autres, il y en a plein qui font du très bon travail. Donc les médias mainstream sont un robinet à mensonges, tenu par des milliardaires qui nous imposent la doxa des milliardaires. Les médias résistants, les médias citoyens, ils font le même boulot sans mentir. Voilà. Donc, mais on parle de couillanade, on parle de sujets qui ne sont pas des vrais sujets, on parle de sujets législatifs alors que nous ne sommes pas législateurs. Et alors certes, l'urgence est de réduire les déficits parce que, contrairement à ce qu'on croit souvent, peut-être, on entend le discours qui dit après tout, c'est pas grave si on ne rembourse pas nos dettes. Vu qu'elles peuvent s'accumuler, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut effectivement réfléchir, repenser, lire énormément, s'affronter, s'engueuler éventuellement, pourquoi pas. Ça fait partie des choses et puis ça fait partie aussi de tradition française. On est dans la geôle, on est aux fenêtres et on discutaille sur ce qu'on ferait si on était libre. Non mais quel intérêt? Rien, zéro, on discutaille. Le bilan de cette journée, c'est une très belle ambiance, beaucoup de monde, beaucoup de beaux débats, avec professeur Perron, d'un autre côté, Jean-Frédéric Poisson, Henri Guénaud, beaucoup de personnalités qui sont venues nous éclairer de leur point de vue sur plein de sujets qui intéressent les Français. On n'est pas un think tank. En fait, le premier projet, c'est une fois qu'on aura fini tout le travail avec les citoyens, enseignants, policiers, agriculteurs, c'est de délivrer un petit livre de 50 pages qui sera le projet des citoyens français pour sauver la France. Après, on deviendra un parti comme les autres. Voilà, on devient un parti, on fera des élections, etc. Une fois qu'on aura rassemblé et qu'on aura le projet qui sera définitif, mis en place par les citoyens. La différence, c'est que nous voulons l'union de tous les souverainistes dans un parti commun, et même au-delà des souverainistes et des identitaires, parce que défendre l'identité et la souveraineté nationale, en fait, c'est les deux faces de la même médaille. Il n'y a aucune raison d'être séparés. Et à présent, c'est le moment du Tour de France en bref.
Louise, nouvelle victime innocente de la barbarie. Dans la nuit de vendredi à samedi, le corps sans vie d'une fillette de 11 ans a été retrouvé dans un bois de Longjumeau en Essonne. Depuis vendredi, à 15h, Louise était introuvable alors qu'elle venait de quitter le collège André-Mauroy dans la commune voisine d'Épinay-sur-Orge. Ne la voyant pas rentrer, ses parents ont donné l'alerte. Selon les premières constatations, elle aurait été frappée à de multiples reprises avec un objet tranchant dans les zones vitales, au cou et dans le torse. Le jour de sa disparition, un couple de suspects a été arrêté avant d'être relâché samedi, faute de preuves et avec présentation d'un alibi. Les investigations ont mobilisé 120 enquêteurs dimanche et se sont poursuivies ce lundi. Le collège où était scolarisée Louise a de nouveau accueilli ses élèves et un dispositif de sécurité a été mis en place pour leur trajet. Les habitants de Longjumeau et d'Épinay-sur-Orge restent sous le choc. Elle prend son chemin pour rentrer chez elle. Et on ne voit plus la petite fille, c'est quand même un drame pour les parents. Et je pense que moi, en tant que grand-mère et maman, je ne pourrais pas vivre. On demande à nos enfants d'être autonomes, de pouvoir aller à l'école, en pensant qu'il n'y a aucun danger, qu'ils arrivent du point A au point B, et qu'en ressortant de l'école, ils regagnent leur domicile. Et là, malheureusement, ce qui n'a pas été le cas de Louise, et je suis très attristée, très attristée. Jacques Lang a senti le vent du boulet. Alors qu'il se rendait à l'Opéra, l'octogénaire patron de l'Institut du monde arabe est tombé nez à nez avec des manifestants mobilisés contre la pédocriminalité. Pas de bol pour l'ancien ministre de la Culture, signataire de la Tribune du Monde et Libération de 1977, pour défendre le droit aux pratiques sexuelles entre adultes et enfants. Ce dernier a ainsi été accueilli par des cris le traitant de pédophile et de violeur d'enfants, en référence notamment à l'affaire du Choral, dénoncée en son temps par le membre du FN, Roger Olindre, désormais disparu. Jacques Lang, qui a traversé la vie politique jusqu'à ses 85 ans avec assez peu de mésaventures, a ainsi été tout retourné par le comité d'accueil. Il aurait expliqué avoir été poussé à terre, chutant alors en se faisant quelques égratignures appelées pour l'occasion dermabrasion. L'ancien ministre a ensuite été conduit à l'hôpital et un policier s'est déplacé à son chevet pour prendre sa déposition afin d'accompagner son dépôt de plainte. Jacques Lang s'est réjoui du fait que son épouse et partenaire dans toutes ces aventures depuis 60 ans, Monique Buczynski, n'ait pas été blessée. Le terroriste de la basilique de Nice devant les juges. Ce lundi à Paris, le procès de l'attentat du 29 octobre 2020 s'est ouvert devant une cour d'appel spéciale. Brahim Aïssaoui y comparaît pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le 29 octobre 2020, ce clandestin tunisien âgé de 21 ans a attaqué au couteau et tué 3 personnes dans la basilique Notre-Dame de Nice. Il a été légèrement blessé et arrêté par les forces de police. Tout au long de l'instruction, il a fait état de problèmes d'amnésie, allant jusqu'à prétendre ne plus se souvenir du prénom de ses parents. Pourtant, son examen médical n'a révélé aucune lésion cérébrale et l'expertise psychiatrique a conclu à l'absence d'altération ou d'abolition de son discernement au moment des faits. Mieux encore, les écoutes de ses conversations téléphoniques avec sa famille depuis la prison ont démontré, selon l'accusation, que sa prétendue amnésie était pour le moins très exagérée. Que Brahim Aïssaoui ait des problèmes de mémoire ou non, les proches de victimes n'ont probablement rien oublié. Le procès se tient jusqu'au 28 février. Il faudra bien un processus de sélection. Ou alors on sera plusieurs candidats et donc on ne sera pas au second tour. Gérald Darmanin se voit en haut de l'affiche pour 2027. Dimanche, le ministre de la Justice a évoqué l'idée d'une primaire pour départager les représentants du camp macroniste en vue de l'élection présidentielle de 2027. À l'heure actuelle, dans le bloc central, ils sont plusieurs à penser au scrutin en se rasant le matin, à l'instar des anciens premiers ministres Édouard Philippe et Gabriel Attal qui ont droit à des sondages flatteurs. La question qui se posera sera donc de savoir si des membres de LR tels que Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau seront de la partie. Interminable partie fine dans le 15e arrondissement. L'organisateur d'orgie dite gangbang dans une résidence de la rue d'Alray entend aller plus loin. Alors que des riverains se sont plaints de ces activités nuisibles pour le quartier, Z, l'individu à l'origine de ces soirées, a fait savoir à ses clients qu'il avait déposé un dossier en préfecture pour augmenter la jauge d'accueil des soirées qui se déroulent dans un parking, faisant plusieurs centaines de mètres carrés. Pas sûr que ce projet calme les voisins déjà très remontés.
Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. La foire aux taxes de la Maison-Blanche est lancée dimanche quelques heures avant d'assister au Super Bowl, la très populaire finale de la Ligue professionnelle de football américain. Donald Trump a annoncé que des droits de douane de 25% seraient appliqués sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis. Ces mesures devraient frapper de plein fouet le Canada, principal fournisseur de ces métaux à Washington. Le Brésil, le Mexique et plus loin la Corée du Sud sont aussi concernés. De son côté, l'Union européenne a répondu qu'aucune notification officielle n'avait été formulée pour le moment. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a quant à lui bombé le torse en déclarant que l'UE répliquera. Pas sûr que cela suffise à effrayer Donald Trump. Cessez-le-feu précaire à Gaza en dépit de libération d'otages et de prisonniers. La Croix-Rouge déplore les conditions des opérations qui se dégradent, notamment du fait des déclarations du président américain. Ce dernier a en effet surpris la semaine dernière en expliquant que la bande de Gaza pourrait passer sous contrôle américain pour y construire une sorte de Côte d'Azur moyen-orientale. Et cela sans Gazaouis. L'état de santé dégradé de 3 otages israéliens ainsi que leur exhibition devant une foule remuante ont déplu aux autorités de Tel Aviv, tandis que de leur côté les Palestiniens accusent l'armée israélienne d'avoir agressé des familles attendant la libération de leurs proches dans la nuit de vendredi à samedi. Débat sans saveur en Allemagne. À 2 semaines des élections fédérales, le chancelier social-démocrate Olaf Scholz a affronté son concurrent de droite de la CDU, Friedrich Merz. Résultat, un échange sans intérêt qui n'a absolument pas permis de départager les deux personnalités. Le candidat de droite a davantage à perdre puisqu'il se trouve à un peu plus de 30% des intentions de vote contre 15 à 16% pour le SPD, derrière les nationalistes de l'Alternative für Deutschland, crédités de 20 points et qui n'étaient pas représentés au débat. C'est justement l'hypothétique alliance entre la droite et les nationalistes qui anime le débat allemand. La CDU s'en défend, mais le SPD dramatise autour d'un tel scénario pour tenter de rattraper son retard. Les deux adversaires de dimanche soir pourraient bien se retrouver dans une coalition pour diriger le pays dans quelques semaines. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Vous pouvez dès à présent retrouver Politique et Éco. Pierre Bergerot et Olivier Pichon reçoivent l'économiste Jean-Pierre Chevalier pour évoquer le modèle capitaliste de Donald Trump face à l'effondrement français. À partir du moment où Sarkozy a été élu président de la République, donc 2007. Il a été... donc, en 2008, le taux de croissance a commencé à baisser. Donc il y a toujours eu une croissance du PIB, comme le montre le document numéro 2. Il y a toujours eu une croissance du PIB réel, mais elle est très 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 faible. Également au programme le Zoom du jour, le député Rassemblement National du Gard, Pierre Meurin, évoque son combat pour supprimer les ZFE, les zones à faibles émissions, véritable cauchemar des automobilistes. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.